C'est avec beaucoup de plaisir que je vais essayer de partager avec vous ces quelques minutes sur le sujet qui m'a été demandé d'aborder, qui est d'implémenter une réforme pédagogique de l'intention aux actes. Je vais le prendre de la manière qui est actuellement celle sur laquelle je travaille le plus, qui est de comment piloter finalement et comment être responsable et animateur d'une réforme. Donc je vais plus parler en termes de gestion de projet, gouvernance, que de parler en termes de principes pédagogiques, etc. Je vais commencer par une petite introduction terminologique, puis je vais parler de la gestion du changement, je vais vous parler de la résistance au changement, donner quelques éléments fondamentaux et en guise de conclusion. Alors, je vais peut-être déjà être un tout petit peu plus original. Voilà ce que j'aimerais que vous reteniez à la fin de ma conférence. Et j'espère que je vous aurai convaincu des éléments qui sont les suivants. Si vous voulez implémenter une réforme pédagogique, il y a trois phases, toutes les trois absolument fondamentales, qui est la conception et la phase d'appropriation par vos collègues, par les étudiants de cette réforme, la phase d'implémentation ou d'implantation, de mise en œuvre de cette réforme et une phase d'évaluation. Vous devez le faire dans une démarche systémique et globale et pas dans une démarche fragmentaire. Donc, il faut une analyse des besoins, des objectifs, la place de la réforme dans les méthodes, comment cette réforme sera évaluée, comment les apprentissages seront évalués et surtout, mettre en place un plan de communication. Cette réforme doit impliquer tous les partenaires, c'est-à-dire les étudiants, les enseignants, mais aussi les personnes impliquées sur le plan administratif et logistique. Et il faut travailler sur une approche type gestion de projet en vous appuyant sur des personnes ressources ou des personnes qui sont des leaders d'opinion. Je me base essentiellement sur deux bouquins, l'un qui est malheureusement difficile à trouver et qui est en anglais, qui est Learning to Lead in Higher Education, qui a été rédigé par un professeur australien, et l'autre qui est un des rares livres que je pense aborder ce problème de gestion de la réforme en langue française, qui est le livre dirigé par Denis Bédard, qui est ici, et Jean-Pierre Béchard, et j'ai choisi de cette dia-là avant que je ne sache qui serait le modérateur. Quelques définitions qui viennent de ce deuxième livre. Novation, qui est une invention et une nouveauté objective en pédagogie. Elles ne sont pas légion. Innovation, c'est une implantation d'une novation dans un contexte particulier. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent. Rénovation, c'est la révision d'une situation ou d'un programme en vue de son amélioration. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, du pilotage à court terme, de la modification, de l'amélioration à court terme. Et alors la réforme, que je vais utiliser sous un terme générique, qui est tout changement en réponse à une modification d'éléments internes ou externes du programme, et je vais passer un peu de temps. Quels sont ces éléments qui peuvent changer? Pourquoi faut-il entamer des réformes dans la formation en sciences de la santé? Parce que la pratique médicale change. Nous savons bien qu'il y a des modifications dans les pratiques, réduction de l'hospitalisation, fréquence des polypathologies, vieillissement des populations et apport scientifique important, parce que l'environnement sociétal change et les institutions d'environnement sont de plus en plus redevables et doivent répondre de ce qu'elles font, et aussi et souvent parce que les étudiants changent. Quelques exemples au point de vue sociétal. Ça a été évoqué lors de la séance d'ouverture. Il existe un groupe de travail dont la CIFEM fait partie pour réfléchir sur la responsabilité sociale des facultés de médecine et des institutions. Formons-nous les gens qui correspondent aux besoins de la société. Formons-nous ces gens de façon éthique. Formons-nous ces gens de façon efficace. Autre modification de l'environnement, on voit apparaître progressivement, c'est déjà assez fréquent dans le milieu anglo-saxon, ça commence à arriver dans le milieu francophone, l'introduction dans le monde de la santé des méthodologies de management, de gestion proches de celles qu'on connaît dans le monde d'entreprise, et je prendrai simplement deux qui sont cités dans ce livre, le Lean Thinking et le Six Sigma. Et puis il y a aussi un autre regard de la société sur que doit être un médecin, que doit être un responsable de soins.
en disant « Les nouveaux leaders en médecine doivent apprendre à mesurer leur efficacité, non sur le volume de leur travail, mais sur les résultats obtenus et doivent tenir compte des aspects financiers. » Donc on voit une modification des attentes de la société. Et puis nous avons une modification plus technique, qui est l'introduction évidemment des technologies de l'information et de la communication dans la pratique professionnelle, mais aussi dans la pratique des étudiants. Voici quelques informations que vous ne connaissez peut-être pas. Dans un article publié dans Le Monde de l'éducation en 2008, un étudiant, un adolescent de 18-20 ans passe plus de 4 heures par jour devant un tube cathodique ou un écran, que ce soit son PC, son téléphone, etc., etc. Une étude aux États-Unis a montré que les adolescents reçoivent environ 3300 textos par mois, ça fait presque 100 par jour, se contentent de méta-informations, donc des informations sur l'information, préfèrent les pictogrammes au texte et zappent, c'est-à-dire se désintéressent après 5-10 minutes. Donc il faut tenir compte de tout ça dans notre enseignement. Il y a aussi un changement relativement important de la relation entre enseignant et enseigné. Il est loin le temps où le professeur regardait l'étudiant de haut et on voit plus maintenant arriver un dialogue un tout petit peu plus... Alors on a un autre problème. On a un autre problème qui est... Il existe plusieurs maladies du curriculum, mais il y a aussi, et de plus en plus, l'obésité du curriculum. Alors, je lis la phrase qui est en dessous, qui est la phrase de M. William Osler, qui est l'homme de la maladie d'Osler. Nous attendons trop de nos étudiants, nous leur enseignons trop de choses, donnons-leur le temps, donnons-leur de bonnes méthodes et un sens critique, et tout le reste viendra par surcroît au fur et à mesure de leur expérience. Et un collègue disait il n'y a pas longtemps, ils ont tellement à étudier qu'ils n'ont plus le temps d'apprendre. Autre élément important qui a changé et qui est de plus en plus pris en compte, c'est le curriculum caché. Je vous rappelle, c'est tout ce que l'étudiant apprend en dehors des bouquins, des conférences, etc., c'est-à-dire tous les problèmes de comportement, tous les problèmes d'habitude, tous les problèmes de savoir-être. Alors venons-en à la courbe du changement. Elle est en fait assez caractéristique, elle est la même dans le monde de l'entreprise, sauf que dans le monde de l'entreprise, la décision est prise avant l'appropriation. Dans le monde universitaire et de l'enseignement, il faut d'abord convaincre les collègues avant de décider, puis il faut les convaincre avec des résultats à court terme pour qu'un nombre croissant de gens soient convaincus. Il faut parfois faire de l'évaluation parce que des choses tournent plus ou moins bien ou plus ou moins mal et rectifier le tir pour aller vers le succès ou l'erreur. Et donc vous retrouvez ici les 3 phases, conception, appropriation, implantation, évaluation. Gérer une réforme, c'est comme gérer un projet, analyser, décider, exécuter, évaluer, mais surtout communiquer. Alors voilà une image que j'ai utilisée dans l'atelier. Selon vous, c'est quoi ? C'est un lapin. Non, pour certains, c'est un canard avec un bec, et pour d'autres, c'est un lapin avec des oreilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être sûr que la personne qui reçoit votre message le comprend exactement comme il est, et que vous ne vous trouvez pas devant des problèmes d'ambiguïté, et que la moitié comprend une chose et l'autre moitié comprend une autre chose, et ceci de toute bonne foi. Et puis, il faut gérer nos collègues. Évidemment, nous avons la chance, nous avons des supporters qui sont toujours preneurs de risques, impatients et qui sont prêts à mettre la pression. Nous avons la majorité initiale qui est plutôt favorable mais qui attend pour voir. Nous avons la majorité tardive qui, elle, attend pour voir mais plutôt défavorable. Et nous avons entre 5 et 10% des personnes qui sont des réticents, qui de toute façon seront contre. Quoi que vous fassiez, ils seront contre. Si vous ne faites rien, ils seront contre aussi. Donc il faut aussi tenir compte de cette population et de voir comment vous pouvez dialoguer avec cette population. Et donc je pense qu'un responsable d'une réforme est un leader, et j'aime bien le mot animateur à la place du mot leader, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de donner une âme à une réforme, de donner du sens à une réforme, de pouvoir gérer le débat, de pouvoir écouter ce qui vient du terrain et aussi être capable de donner des idées neuves. Et retenez ça,
la réussite d'une réforme, la réussite d'un projet est le produit mathématique de la volonté des responsables et du degré d'acceptabilité des personnes de terrain. En personnes de terrain, il faut avoir en tête que ce ne sont pas les gens qui sont dans la hiérarchie qui pensent et les autres qui agissent. Non, il faut vous mettre dans une situation où tout le monde pense et agit. Tout le monde doit être partenaire, tant dans la partie conception que dans la partie réalisation. C'est la phase d'appropriation. Voici un modèle que vous pouvez utiliser pour responsabiliser les partenaires, modèle POLADEX, c'est-à-dire politique, administratif et exécutif. Politique sont les commissions de programme, les commissions de gestion des enseignements. Administratif, c'est évidemment les secrétariats, la scolarité, les appariteurs et toutes les personnes responsables de la logistique. Et enfin, les enseignants et les étudiants. N'oubliez pas les étudiants. Ce sont souvent des éléments très intéressants sur le plan d'idées un peu originales. Alors voici quelques conseils en vert pour favoriser l'adhésion et en rouge pour favoriser la résistance. Écoutez activement, à l'inverse, ignorez les sentiments. Il y a toujours un aspect subjectif et émotionnel lorsque vous demandez à quelqu'un de changer sa manière de travailler. Dialoguez d'abord, essayez de résoudre les problèmes ensuite, persuadez enfin. Restez strictement logique et continuez à asséner les mêmes arguments de manière logique et objective. Donc, vous allez créer peut-être l'information, mais certainement pas la communication. Connectez votre vision avec le terrain, ou au contraire, changez d'avis tous les 3 mois. Vous verrez qu'après quelques mois, vous aurez des difficultés. Identifiez et valorisez les adaptateurs, les adopteurs précoces, c'est-à-dire ce qu'on appelle parfois les leaders d'opinion. Au contraire, si vous voulez avoir des problèmes, accusez les personnes plutôt qu'essayer de détecter les causes et les dysfonctionnements. Favorisez les résultats précoces et les expériences concrètes. Au contraire, dites écoutez, on va faire une réforme, mais on aura les premiers résultats dans 5 ans. Vous verrez bien ce que vous verrez. Donnez l'exemple, ou au contraire, attendez que les autres changent, mais vous ne changez pas vous-même. Voici 8 raisons pour lesquelles les réformes ne fonctionnent pas. Le sentiment d'urgence est insuffisant. Le groupe de supporters est insuffisant, il n'y a pas de vision, la communication est insuffisante, les obstacles à la vision ne sont pas pris en compte, le changement n'a pas été planifié et des résultats précoces manquent, la réussite est annoncée prématurément ou le changement n'est pas ancré dans la culture de l'institution. En guise de conclusion, il faut pouvoir parfois concilier des objectifs différents et nous sommes tous centrés sur la formation et les soins, mais un certain nombre d'entre nous doit aussi être centré sur les moyens, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire avec ce qu'on a. Et donc concilier les aspects budgétaires et les aspects pédagogiques, ce n'est pas toujours simple. N'oubliez pas qu'il faut pouvoir motiver, animer, guider, convaincre. Oui, mais quelles sont les limites entre la motivation et la manipulation? Et je vous conseille un petit livre qui est pas mal, qui s'appelle « Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens ». Je reprends, j'espère vous avoir convaincu. Il y a bien 3 étapes fondamentales, conception, appropriation, implantation, évaluation. Une approche globale et systémique, impliquant tous les partenaires, et une stratégie de type gestion de projet basée sur des leaders d'opinion et des personnes actives. Mais avant tout, n'oubliez pas, vous devez être vous-même le facteur de changement que vous voulez voir dans le monde. Commencez par changer vous-même ce que vous voulez changer. Et n'oubliez pas non plus, nous enseignons, mais apprennent-ils? Je vous remercie de votre attention. Il va dans l'ordre. Merci beaucoup pour cette très stimulante présentation. J'ai beaucoup aimé l'insistance mise sur la notion de communication et l'importance de communiquer le changement avec les intervenants et de façon continue. Essentiel, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a des interventions, des questions venant de la salle? Éclairage. Alors, il y a un micro, j'imagine, oui, derrière, qui va venir. Éric Kial, Vendée.
Oui, je voulais savoir si on pouvait... Pardon, vous pourriez vous lever debout, s'il vous plaît, pour qu'on vous voit. Oui, je vais essayer de ne pas renverser. Donc Eric Kial, responsable médical du CESU 85. Donc, je voulais demander à M. Denef s'il était partant officiellement pour initier une formation labellisée en CESU sur le management et le leadership dans nos CESU. Merci. Merci. Le président demande la parole. La question est très contextualisée. Donc, notre cher collègue a fait partie de l'atelier gouvernance dans lequel on a simplement fait de la sensibilisation. Comme je leur ai dit, je pense qu'ils ont maintenant le goût de la soupe. Et maintenant, la question, il faut faire la soupe. Et donc, je me tournais vers le président de l'ANCESU pour voir si lui souhaitait ou pas mettre ce potage à disposition. Je ne sais pas si ça sera un potage, j'espère que ça sera en tous les cas très consistant. Non, je voudrais juste dire que j'avais le plaisir d'être aux côtés de M. Denef dans cet atelier, qu'on a bien entendu votre demande et que vous aviez un sentiment, tous ceux qui avaient participé, de frustration, parce que ça avait été très bref, ces 2 séances. Et donc, à l'issue de l'atelier ce matin, effectivement, en entendant votre demande, j'ai dit que je proposerais au conseil d'administration de l'ANCESU d'examiner la possibilité de faire un séminaire sur le thème « Gouverner un CESU ». Et donc, c'est un projet que nous mettons à notre programme. On va tout faire pour répondre à votre attente. Merci.